La pluie tombait à verse lorsqu'Emma Harper parvint enfin à coucher ses jumeaux pour la nuit. Elle se tenait dans la petite cuisine de leur maison louée, les yeux fixés sur l'avis d'expulsion posé sur le plan de travail. 30 jours pour régler 3 mois de loyer en retard, sinon il se retrouverait à la rue. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'au numéro de son frère. Emma avait 31 ans, ses cheveux blond miel relevés en un chignon désordonné, les yeux fatigués d'avoir trop lutté. Elle portait un pull en maille crème usé jusqu'à la corde, percé de plusieurs trous, une jupe grise délavée et des chaussettes dépareillées, car la lessive était devenue un luxe de temps qu'elle ne pouvait plus se permettre. Accrochés à ses jambes derrière elle, ses jumeaux de 4 ans. Oliver, aux cheveux blancs blonds et au regard sérieux, serrait contre lui son vieux lapin en peluche, tandis que Sophia, les cheveux encore plus clairs, en leggings roses, tenait son renard orange déniché en friperie. Emma prit une grande inspiration et commença à taper un message à son frère James. Il habitait à l'autre bout du pays, mais c'était la seule famille qui lui restait et qui pouvait peut-être l'aider. James, je déteste te demander ça, mais je suis désespéré. J'ai 3 mois de retard de loyer, ils vont nous expulser. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on risque de devoir partir. J'ai tout essayé. Deuxième boulot, banques alimentaires, vendre tout ce que je peux. Il me manque 2400 $ pour me remettre à jour. Je sais que tu m'as déjà aidé, et je te jure que je te rembourserai. Les jumeaux ont besoin de stabilité. S'il te plaît. Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis, posa le téléphone et se mit à laver la vaisselle dans l'évier, une des rares activités qui lui donnait l'impression d'accomplir quelque chose. Alors que son esprit tournait à toute vitesse dans l'angoisse, son téléphone vibra quelques minutes plus tard. Elle s'essuya les mains et le saisit, s'attendant à la réponse de son frère. C'était un numéro inconnu. Je crois que vous vous êtes trompé de destinataire. Mais j'ai lu votre message et j'aimerais vous aider. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre situation? Le cœur d'Emma se serra. Mon Dieu. Elle avait envoyé ça au mauvais numéro. Elle vérifia ses messages envoyés et se rendit compte qu'épuisée et stressée, elle avait inversé 2 chiffres dans le numéro de James. Elle venait de livrer sa détresse la plus intime à un parfait inconnu. Le visage brûlant de honte, elle tapa rapidement. Je suis vraiment désolé. Je voulais écrire à mon frère. Supprimez ce message s'il vous plaît et oubliez que vous l'avez lu. Je suis mortifié. La réponse arriva en quelques secondes. Ne soyez pas gêné, je vous en prie. Ces choses arrivent. Mais je pensais vraiment ce que j'ai écrit. J'aimerais vous aider si je peux. Je m'appelle Andrew. Andrew Castellano. Emma fixa le nom. Il lui disait vaguement quelque chose, mais elle était trop fatiguée pour réfléchir. C'est extrêmement gentil, mais je ne peux pas accepter d'argent d'un inconnu. Désolé de vous avoir dérangé. Alors ne pensez pas à ça comme de l'argent venant d'un inconnu. Pensez-y comme de l'aide venant de quelqu'un qui est passé par là et qui se souvient de ce que ça fait. J'ai grandi en famille d'accueil. Je sais ce que c'est quand on a l'impression que le monde se referme sur soi. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Ce n'était pas possible. Les gens ne faisaient pas ça, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Pourquoi aideriez-vous une inconnue? Parce que quelqu'un l'a fait pour moi un jour, et j'ai juré que si un jour j'étais en position de rendre l'appareil, je le ferais. Et aussi parce que j'ai 2 nièces du même âge que vos jumeaux, et l'idée qu'elles puissent se retrouver face à une expulsion me brise le cœur. Où êtes-vous? Portland, Oregon. Une pause plus longue cette fois. Je suis justement à Portland en ce moment. Voyage d'affaires. Je sais que ça va paraître étrange, mais seriez-vous prête à me rencontrer quelque part en public? Si ça vous met plus à l'aise. J'aimerais entendre votre histoire et voir comment je peux vous aider. Sans contrepartie, sans attente, juste une personne qui aide une autre. Tous les instincts d'Emma hurlaient que c'était trop beau pour être vrai. Pourtant une autre partie d'elle, celle qui était épuisée par 2 boulots, qui disait non sans cesse à ses enfants, qui passaient des nuits blanches à chercher comment garder un toit au-dessus de leur tête, voulait désespérément y croire. J'ai mes enfants. Je ne peux pas les laisser à quelqu'un. Amenez-les. Il y a un dîner qui s'appelle Rosie's sur Morrison Street. Vous connaissez? Demain matin 10 h, ça vous irait? Je paierai le petit déjeuner à tout le monde et on pourra discuter. Emma connaissait Rosie's.
C'était un endroit sympa, animé, clairement public et sûr. Et le petit déjeuner n'était pas cher. Même si ça tournait mal, au moins elle aurait un vrai repas chaud pour elle et les jumeaux. D'accord, mais je vous préviens, je suis dans un état lamentable en ce moment. J'ai l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours parce que c'est le cas. Mes enfants portent des vêtements de friperie. Je veux que vous sachiez à quoi vous attendre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous soyez honnête. Ça suffit. À demain 10h. Emma dormit à peine cette nuit-là, l'esprit envahi de scénarios catastrophes. Arnaque? Tentative d'enlèvement? Devait-elle prévenir quelqu'un? Elle finit par envoyer un message à sa voisine Linda, une ancienne institutrice qui gardait parfois les jumeaux, en lui donnant tous les détails de la rencontre, au cas où. Le lendemain matin, elle habilla les jumeaux avec leurs plus beaux vêtements de seconde main. Oliver en jean et pull, Sophia dans sa robe grise préférée avec son legging rose. Emma remit le même pull que la veille, c'était son plus beau et fit de son mieux avec ses cheveux. Chez Rosie S., Emma balaya la salle du regard, nerveuse. Un homme seul dans un box d'angle se leva. La trentaine avançait, cheveux bruns coiffés en arrière, mâchoire carrée, regard doux. Costume sombre sur mesure qui devait coûter plus cher que son loyer mensuel, mais cravate desserrée et sourire chaleureux. Emma, demanda-t-il en s'approchant, les jumeaux collés à ses jambes. Oui. Andrew? C'est moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Il s'agenouilla pour être à hauteur des enfants. Et qui sont ces deux-là? Moi c'est Oliver, murmura son fils timidement en levant son lapin. Lui c'est Monsieur Hoppé. Moi c'est Sophia. Annonça sa fille plus fort. Et lui c'est Rusty le renard. Il est très courageux. Enchanté de vous rencontrer tous les deux, répondit Andrew avec sérieux. Je trouve que Monsieur Hoppé et Rusty le renard sont d'excellents noms. Il se releva et s'assit en face d'eux tandis que la serveuse arrivait. Commandez ce que vous voulez, dit-il à Emma. Vraiment? Je suis sérieux. Emma, consciente des prix malgré tout, commença modestement. Andrew l'interrompit. Et si on prenait des pancakes pour tout le monde, des œufs, du bacon? Du jus d'orange pour les enfants? Il regarda Emma. Du café pour vous? Oui, merci, murmura-t-elle, submergée. Après le départ de la serveuse, Andrew posa les mains jointes sur la table et la regarda avec une vraie sollicitude. Merci d'avoir eu assez confiance pour venir. Je sais que tout ça doit vous paraître complètement fou. C'est un euphémisme, répondit Emma. J'ai passé la moitié de la nuit à me convaincre que vous alliez essayer de nous enlever. Andrew grimaça. Je suis désolé. J'aurais dû réaliser à quel point ça pouvait paraître inquiétant. Pour ce que ça vaut, je suis exactement celui que j'ai dit être. Andrew Castellano. Je dirige un fonds de capital risque basé à San Francisco. Je suis ici pour rencontrer des startups dans lesquelles nous envisageons d'investir. Il sortit son téléphone et lui montra son profil LinkedIn, le site de sa société, un article récent de Forbes sur son portefeuille d'investissement. Emma regarda les informations, réalisant peu à peu pourquoi le nom lui disait quelque chose. Andrew Castellano était millionnaire, peut-être milliardaire, et il était assis en face d'elle dans un dîner, prêt à l'aider à payer son loyer. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Vous avez tout cet argent, tout ce succès. Pourquoi vous souciez-vous d'un texto envoyé par erreur par une mère célibataire que vous ne connaissez pas? Andrew resta silencieux un instant, et Emma vit une ombre de vieille douleur traverser son visage. Je vous ai dit que j'avais grandi en famille d'accueil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à 8 ans, ma mère et moi avons été expulsés de notre appartement. Nous avons vécu 3 mois dans notre voiture. Puis elle est tombée malade d'une pneumonie, sans doute à cause du froid et elle est morte aux urgences. Après ça, je suis entré dans le système. J'ai été trimballé de famille en famille pendant 10 ans. Emma retint son souffle. Je suis vraiment désolé. J'ai eu de la chance, reprit Andrew. Une de mes familles d'accueil, les Castellano, était âgée, sans enfant. Ils ont vu quelque chose en moi. Ils m'ont adopté à 16 ans. Ils ont payé mes études, ont cru en moi, m'ont donné la stabilité dont j'avais besoin pour réussir. Mais je n'ai jamais oublié ce que ça faisait d'être ce gamin qui vivait dans une voiture, terrifié et affamé, en regardant sa mère faire tout ce qu'elle pouvait pour nous maintenir à flot. Il regarda Oliver et Sophia qui coloriaient sur les 7 ans papier du dîner.
Quand j'ai lu votre message hier soir, j'ai vu ma mère. Désespérée, faisant tout son possible, n'ayant besoin que d'un peu d'air. Et je me suis dit, je peux être cet air pour quelqu'un. J'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser en 10 vies. Pourquoi ne pas l'utiliser pour m'assurer que ces enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu? La nourriture arriva et pendant quelques minutes, tout le monde se concentra sur le repas. Emma ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait mangé d'aussi bons pancakes ou bu un café qui ne venait pas de sa vieille cafetière. Les jumeaux étaient au paradis. Du sirop partout sur le visage, ils bavardaient entre deux bouchées. « Parlez-moi de votre situation », dit doucement Andrew. « Comment en êtes-vous arrivé là ?» Emma lui raconta tout. La grossesse à 26 ans avec des jumeaux après une relation qui s'était écroulée quand son compagnon avait réalisé qu'il ne voulait pas être père, son métier de graphiste avant la grossesse, puis le licenciement économique pendant son congé maternité, la lutte incessante depuis pour trouver un travail stable et assez payé, avec la flexibilité dont une mère seule a besoin. Elle avait vidé ses maigres économies, puis son crédit, vendu tout ce qu'elle possédait de valeur. Aujourd'hui elle servait en salle le jour et faisait de la saisie de données la nuit, mais ça ne suffisait toujours pas pour le loyer, les factures, la nourriture et la garde d'enfants. « Je ne suis pas paresseuse, dit-elle, la voix brisée. Je travaille aussi dur que je peux, mais c'est comme si je courais sur un tapis roulant qui accélère sans cesse, et je n'arrive plus à suivre. Chaque fois que je pense enfin rattraper mon retard, il arrive quelque chose. La voiture tombe en panne, Oliver a une otite, la crèche augmente ses tarifs et je suis de nouveau à la traîne. Je vous crois, répondit Andrew. Et je ne pense pas que vous soyez paresseuse. Je pense que vous êtes une mère célibataire qui se bat contre un système conçu pour maintenir les gens comme vous dans la difficulté. Il marqua une pause. Voici ce que j'aimerais faire, si vous me laissez. Emma se raidit. J'aimerais payer vos arriérés de loyer pour que vous ne soyez plus menacés d'expulsion. C'est $2400, c'est bien ça? Considérez que c'est fait. Mais j'aimerais aussi mettre en place un fonds pour vous et les enfants. Suffisamment pour vous donner 6 mois de répit. Le temps de trouver un meilleur travail. Peut-être de vous former à un nouveau métier si vous le souhaitez. De ne plus avoir accumulé 2 boulots et de ne plus voir vos enfants. Emma eut l'impression qu'elle ne pouvait plus respirer. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne vous connais même pas. Vous pourrez rendre l'appareil un jour, dit Andrew. Quand vous serez de nouveau sur pied et que vous verrez quelqu'un d'autre dans la difficulté, c'est tout ce que je vous demande, aidez quelqu'un d'autre comme je vous aide aujourd'hui. Pourquoi, murmura Emma. Vraiment, pourquoi? Andrew regarda encore les jumeaux. Parce que j'ai des nièces du même âge qu'eux, les enfants de ma sœur, et chaque fois que je les vois, je pense à quel point ma vie aurait pu être différente si quelqu'un avait aidé ma mère avant que tout devienne si désespéré. Peut-être qu'elle serait encore là. Peut-être que j'aurais eu une enfance qui ne soit pas définie par l'instabilité et la peur. Je ne peux pas changer mon passé, Emma. Mais je peux changer l'avenir de quelqu'un d'autre. Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Emma pleurait maintenant, les larmes coulant sur ses joues. Sophia le remarqua, grimpa sur ses genoux et lui caressa la joue. Ça va, maman. Pleure pas. Ce sont des larmes de joie, mon cœur, réussit à dire Emma. Elle regarda Andrew. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, répondit-il. Prenez soin de ces enfants. Soyez la maman que vous êtes déjà, celle qui se bat si fort pour leur offrir de la stabilité. C'est la seule remerciement dont j'ai besoin. Au cours de la semaine suivante, Andrew tint parole. Il régla les arriérés de loyer directement au propriétaire, plus 2 mois d'avance. Il créa une fiducie qui lui verserait une petite somme mensuelle pendant 1 an. Pas de quoi devenir riche, mais assez pour arrêter la panique permanente, quitter le travail de nuit, avoir du temps pour ses enfants. Mais ce qui surprit le plus Emma, ce fut qu'Andrew ne se contenta pas d'un chèque et d'une disparition. Il prenait régulièrement des nouvelles par message, demandait s'ils avaient besoin de quelque chose. Quand il revint à Portland 2 semaines plus tard pour affaires, il les emmena dîner dans un restaurant familial où Oliver et Sophia pouvaient être bruyants et désordonnés sans que personne ne s'en formalise. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire tout ça, dit Emma en regardant les jumeaux jouer dans le petit coin arcade du restaurant. Vous avez déjà fait tellement. J'en ai envie, répondit Andrew. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de famille.
Mes parents adoptifs sont décédés il y a quelques années. Ma sœur et ses enfants vivent à Boston, je ne les vois pas autant que je le voudrais. Je passe mon temps à travailler ou à voyager pour le travail. Ça. Il désigna les jumeaux qui riaient. Ça me rappelle ce qui compte vraiment. Emma l'observa. Vous êtes seul. Andrew parut surpris, puis amusé. C'est si évident que ça, pour quelqu'un qui sait reconnaître la solitude. Oui. Emma marqua une pause. Moi aussi je suis seul. J'ai les enfants et je les aime plus que tout, mais une vraie conversation d'adulte, des amis, quelqu'un avec qui partager le poids, ça fait des années que je n'ai pas eu ça. Alors peut-être qu'on pourrait être seul ensemble de temps en temps, dit Andrew. Si ce n'est pas trop bizarre à dire. Ce n'est pas bizarre, répondit Emma. C'est honnête. J'aime l'honnêteté. Au fil des mois suivants, Andrew devint une présence régulière dans leur vie. Il venait à Portland tous les 3 ou 4 semaines, prenait toujours le temps de les voir. Il les emmena aux zoos, dans des musées pour enfants, dans des parcs. Il aida Oliver pour un exposé sur l'espace et apprit à Sophia à jouer aux échecs où elle était étonnamment douée pour une enfant de 4 ans. Il était patient, gentil, et ne fit jamais sentir à Emma qu'elle était une assistée. Et quelque part en chemin, sans vraiment le planifier, leur relation glissa doucement de bienfaiteur et bénéficiaire à quelque chose de plus profond. D'abord des amis, puis davantage. Ce fut la voisine Linda qui finit par dire tout haut ce que tout le monde pensait. Cet homme est amoureux de toi, ma belle. Et sauf erreur de ma part, toi aussi tu es amoureuse de lui. C'est compliqué, protesta Emma. Il m'a aidé quand j'étais au fond du trou. Comment savoir si ce que je ressens est réel ou juste de la gratitude? Parce que tu rayonnes quand il t'écrit, répondit Linda. Parce que tes enfants l'appellent Andrew Dad et qu'il ne les corrige pas. Parce que quand tu parles de lui, tu souris comme tu n'as jamais souri avant. Ce n'est pas de la gratitude, chérie. C'est de l'amour. Emma y réfléchit pendant des jours. Elle pensa à la façon dont Andrew l'écoutait vraiment, se souvenait de détails sur sa vie et les ramenait dans la conversation plus tard. À la façon dont il lui apportait des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, du bon café du centre-ville. À la façon dont il supportait sans broncher des heures de dessins animés pour enfants et construisait avec Oliver et Sophia des tours de cubes dignes d'ingénieurs. À la façon dont il la regardait parfois, avec une expression qu'elle n'arrivait pas tout à fait à nommer, mais qui faisait battre son cœur plus vite. Lors de la visite suivante d'Andrew à Portland, Emma demanda à Linda de garder les enfants une soirée. Elle invita Andrew chez elle dans la maison qu'elle pouvait désormais garder grâce à lui et prépara le dîner. C'est agréable ici, dit Andrew en regardant autour de lui le petit salon devenu chaleureux. Emma avait pu acheter un canapé confortable, quelques tableaux au mur, des jouets neufs pour les enfants. Je voulais qu'on parle, dit Emma, nerveuse. De nous. De ce que c'est. Andrew posa son verre de vin. D'accord. Quand tu as répondu à mon texto ce premier soir, tu as changé ma vie, dit Emma. Tu nous as sauvés de l'expulsion, tu nous as donné de la stabilité, tu as été là quand on avait besoin de quelqu'un, et je te serai toujours reconnaissante pour ça. Mais Andrew? Elle prit une inspiration. Quelque part en chemin, ça a cessé d'être seulement de la gratitude. Quelque part en chemin, je suis tombée amoureuse de toi. Et j'ai besoin de savoir si je suis la seule à ressentir ça. Andrew resta silencieux un long moment. Emma sentit la panique monter. Elle s'était trompée. Elle avait tout gâché. Elle avait mis en danger la plus belle amitié qu'elle ait eue depuis des années. Je suis tombé amoureux de toi la 3e fois que je suis venu, dit-il doucement. Quand Sophia a eu cette gastro et que tu étais épuisé d'être debout toute la nuit avec elle, mais tu as quand même veillé à ce qu'Oliver se sente inclus et aimé. Je t'ai regardé la consoler tout en lisant une histoire à son frère en même temps. Et j'ai pensé, c'est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. C'est avec elle que je veux être. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Demanda Emma. Parce que je ne voulais pas que tu te sentes obligé, répondit-il. Je ne voulais pas que tu penses que tu devais éprouver la même chose parce que je t'avais aidé financièrement. Je voulais être sûr que ce que tu ressentirais serait vrai, pas juste une sorte de lien traumatique, ou de gratitude, ou... Emma le embrassa. C'était impulsif, désordonné et parfait. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Ça, c'est vrai, dit Emma. C'est moi qui te choisis pour ce que tu es.
Pas pour ce que tu as fait pour moi. Même si ce que tu as fait pour moi est assez incroyable. Toi aussi tu es incroyable, répondit Andrew en prenant son visage entre ses mains. Tu élèves 2 enfants extraordinaires toute seule. Tu travailles dur pour construire une vie meilleure. Tu es gentille, honnête, authentique. Emma, je serais tombé amoureux de toi même si je ne t'avais jamais aidé financièrement. L'argent n'a fait que nous mettre sur le même chemin. Ce qui m'a fait revenir encore et encore, c'est toi. Ils prirent leur temps après cela. Tous les 2 prudents, soucieux de ne pas bousculer la vie des enfants, de ne pas risquer ce qu'ils avaient construit. Andrew continua à vivre à San Francisco, mais il réorganisa son emploi du temps pour venir à Portland aussi souvent que possible. Emma reprit son activité de graphiste freelance, les compétences un peu rouillées mais revenant peu à peu. Andrew l'a mis en contact avec certains de ses partenaires professionnels qui avaient besoin de travaux de design, et progressivement elle se constitua une clientèle qui lui permit de travailler de chez elle et d'être présente pour les jumeaux. 1 an après ce premier texto accidentel, Andrew invita Emma et les jumeaux à San Francisco pour un séjour. Il leur fit visiter son appartement, les emmena voir le Golden Gate Bridge, monter dans les cable cars sous les cris de joie d'Oliver et Sophia. Le dernier soir, il les emmena dîner dans un restaurant avec vue sur la baie. Après le dessert, il sortit une petite boîte. « Emma, dit-il, il y a 1 an, tu m'as envoyé un texto par erreur. Mais je ne crois pas que c'était une erreur. Je crois que c'était le destin. Je crois que tu devais me trouver, et que je devais te trouver. Tu m'as appris ce que veut vraiment dire famille. Tu m'as montré que l'amour, ce n'est pas les grands gestes. C'est être là, être présent, choisir quelqu'un tous les jours. Je t'aime. J'aime Oliver et Sophia. Je veux faire officiellement partie de votre famille. Veux-tu m'épouser ? » Emma pleurait de nouveau, mais cette fois c'était différent des larmes désespérées qu'elle avait versées dans sa cuisine. Le jour où elle avait tapé ce message au bord du gouffre. Emma essuya ses larmes du revers de la main, un sourire tremblant sur les lèvres. Oliver et Sophia, qui avaient senti que quelque chose d'important se passait, s'étaient rapprochés de la table, les yeux grands ouverts. « Maman pleure encore ?» demanda Sophia, inquiète, en tirant sur la manche d'Emma. « Oui, mais ce sont toujours des larmes heureuses, ma puce », répondit Emma en la soulevant pour la poser sur ses genoux. Elle passa un bras autour d'Oliver qui s'était glissé contre elle. Andrew les regardait tous les 3, les yeux brillants. Il se pencha légèrement en avant. « Vous savez ce que ça veut dire, épouser quelqu'un ?» demanda-t-il doucement aux jumeaux. Oliver fronça les sourcils, réfléchissant sérieusement comme à son habitude. « Ça veut dire qu'on devient une famille pour de vrai. »« Exactement, » répondit Andrew avec un sourire immense. « Ça veut dire que je pourrai être là tous les jours, pas seulement quand je viens en avion. Que je pourrai vous emmener à l'école le matin, vous lire des histoires le soir, et même apprendre à Monsieur Hoppé et Rusty à faire du vélo sans petits trous. » Sophia écarquilla les yeux. « Tu vas habiter avec nous. Si votre maman et vous êtes d'accord, oui. J'aimerais beaucoup vivre avec vous. » Oliver regarda sa mère, puis Andrew, puis de nouveau sa mère. « Tu vas être notre papa ?» demanda-t-il presque dans un murmure, comme s'il avait peur que la réponse puisse disparaître s'il parlait trop fort. Andrew déglutit, visiblement ému. « Si vous voulez bien de moi, oui, j'aimerais être votre papa. » Un silence, puis Sophia tapa dans ses petites mains. « Oui, oui. Andrew Dad. » Oliver, plus réservé, hocha la tête plusieurs fois, un sourire timide naissant sur son visage. Puis il se leva, contourna la table et vint se planter devant Andrew. Il tendit les bras. Andrew le souleva sans hésiter et le serra contre lui. Oliver enfouit son visage dans le cou d'Andrew, serrant très fort son lapin en peluche entre deux. Emma sentit son cœur se dilater jusqu'à devenir presque douloureux. Andrew reposa doucement Oliver, puis se tourna vers Emma, toujours à genoux près de la table pour être à hauteur des enfants. « Et toi ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Tu veux bien m'épouser ?» Emma rit à travers ses larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Elle se pencha par-dessus la table et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément, avec toute la certitude et l'espoir qu'elle portait en elle depuis des mois. Quand ils se séparèrent, les jumeaux applaudissaient comme s'ils venaient d'assister à un spectacle. Le serveur, qui avait discrètement observé la scène depuis un moment, s'approcha avec une bouteille de champagne qu'il n'avait pas été commandée. « Avec les compliments de la maison, » dit-il en souriant. « On ne voit pas tous les jours une demande en mariage aussi belle. » Ils trinquèrent du jus pétillant pour les enfants, du vrai champagne pour les adultes.
Sophia insista pour que Rusty le renard ait aussi un tout petit verre, et versa un peu de jus dans la bouche de sa peluche, provoquant l'hilarité générale. Plus tard, alors qu'ils marchaient le long de l'embarcadero sous les lumières de la baie, Oliver et Sophia courant devant avec leurs nouvelles peluches souvenirs achetées dans la boutique du restaurant, Emma glissa sa main dans celle d'Andrew. « Tu sais, murmura-t-elle, quand j'ai envoyé ce texto par erreur, j'étais convaincue que c'était la fin. Que j'avais tout gâché. Que mes enfants allaient grandir dans la précarité, comme toi tu l'as fait. » Elle serra ses doigts plus fort. « Et maintenant, regarde-nous. Regarde-les. » Andrew suivit son regard. Oliver montrait à Sophia les lumières qui dansaient sur l'eau, expliquant quelque chose avec de grands gestes sérieux. « Je sais, » répondit-il doucement. « Parfois je me réveille la nuit, et j'ai peur que tout ça ne soit qu'un rêve. Que je vais ouvrir les yeux et me retrouver seul dans mon appartement trop grand à San Francisco. » Emma s'arrêta et se tourna vers lui. « Ce n'est pas un rêve. Et tu ne seras plus jamais seul. Ni moi. Ni eux. » Elle posa sa main libre sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « On va construire quelque chose de solide, tous les quatre. Pas parce que tu as de l'argent, pas parce que j'avais besoin d'aide, mais parce qu'on s'est choisi. Vraiment choisi. » Andrew couvrit sa main de la sienne. « Et on choisira encore demain. Et après-demain. Et tous les jours qui suivront. » Sophia revint en courant, attrapa la main libre d'Andrew. « Viens. Il y a un bateau avec des lumières. » Oliver attrapa l'autre main d'Emma. Et ainsi, main dans la main, les quatre avancèrent dans la nuit de San Francisco, vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer un an plus tôt, quand un simple chiffre inversé avait tout changé. Le destin, parfois, se cache dans les petites erreurs. Et parfois, ces petites erreurs deviennent les plus belles histoires d'amour.